Bien, chers futurs étudiants, bonjour. On vient de passer la barre des 200 personnes connectées et donc nous allons commencer cette présentation du bachelor en relations internationales qui est donné dans le cadre du Global Studies Institute de l'Université de Genève. Mon nom est Nicolas Levrat. Je suis professeur de droit international et droit européen et aussi le directeur du Global Studies Institute. Donc, la séance va se dérouler ainsi. Après une petite introduction de ma part, pour vous présenter notamment cet institut d'études globales, Global Studies Institute, je passerai la parole au docteur Frédéric Esposito, que vous voyez aussi à l'écran, qui est le directeur de ce programme de bachelor, le directeur du BARI. Ensuite, vous verrez que nous avons 5 orientations dans le BARI, et donc mes collègues vous présenteront l'histoire internationale, mon collègue Juan Flores, les études globales, donc une dimension plus transversale, ça sera Léa Moreau. L'économie internationale, ça sera Frédéricas Bergami. La politique internationale, ça sera Simon Hugues. Et je reviendrai vous dire quelques mots du droit international, puisque c'est ma discipline. Donc, quelques mots sur le Global Studies Institute, Institut d'études globales, qui a été créé en 2012-2013, qui a repris un programme qui existait déjà. Donc, le BARI n'est pas né avec le Global Studies Institute. Le Global Studies Institute s'est greffé sur cette formation, qui est une formation qui connaît un assez grand succès. En fait, c'est une formation assez ancienne qui, sous des formes diverses, existe depuis 1927 et sous sa forme presque actuelle depuis 2006. Avant de s'appeler BARI depuis 2006, Bachelor en Relations internationales, ça s'appelait la licence HEI. C'était un programme qui était donné conjointement entre ce qui est aujourd'hui le Graduate Studies Institute, donc HEID, et l'Université de Genève. Je laisserai Frédéric Esposito vous en dire plus sur le programme. Un petit mot sur le Global Studies Institute. Lorsqu'en 2012, on décide de créer cet institut, il n'existe pas dans la langue française d'institut d'études globales. Aujourd'hui, on en trouve 3 en France et un au Canada francophone. Donc, on était les premiers d'une vague qui semble en train de se dérouler. Et donc, bienvenue dans ce cadre-là. J'espère qu'on pourra vous compter parmi nos étudiants l'an prochain. Vous voyez que nous avons presque 1600 étudiants, 1592 au dernier pointage statistique fin novembre de l'an dernier, et que pour vous encadrer, nous sommes environ 90 professeurs et 150 enseignants et chercheurs. Alors, les professeurs sont à la fois dans ce programme, dans cet institut, mais ils ont aussi des rattachements dans les facultés. Par exemple, pour ma part, je suis aussi dans la faculté de droit et au GSI. Le programme de bachelor est le plus grand programme que nous avons. Évidemment, sur les 1600 étudiants, il y en a presque 1300 qui sont inscrits dans le BARI. Les autres étudiants sont dans des programmes de master. Vous voyez que nous avons des masters en études régionales, si l'on veut, un master en études européennes, un master sur la Russie et l'Europe médiane, un master Moyen-Orient, un master en études africaines. Et puis, nous avons un master en partenariat avec la faculté de médecine, qui est un Master of Science in Global Health, donc il est donné en anglais, et il concerne la santé globale, sujet qui préoccupe beaucoup de monde actuellement. Alors évidemment, pour avoir accès à des masters, il faut d'abord faire un bachelor, un baccalauréat, et c'est juste à titre d'information qu'on vous présente ces autres programmes. Nous avons aussi un doctorat interdisciplinaire, où là, il y a encore beaucoup moins d'étudiants. Ils sont actuellement, se comptent sur les doigts d'une seule main. Donc, ce cadre général étant donné, nous allons maintenant nous focaliser sur ce qui peut vous intéresser, qui va vous intéresser, j'espère, le BARI, son petit nom, le Bachelor en Relations internationales, qui s'inscrit, comme je l'ai dit, dans le cadre d'une tradition genevoise
qui a la particularité par rapport aux autres bachelors d'être ouvertement interdisciplinaire, donc il ne s'inscrit pas dans un seul champ disciplinaire, et vous voyez un petit peu les sujets auxquels il s'intéresse, en particulier ces enjeux autour de la globalisation. Je passe donc, pour vous présenter le programme en général, la parole à mon collègue Frédéric Esposito, qui est donc le directeur de ce programme, qui lui-même est dans le GSI. Frédéric, à toi. Merci beaucoup, Nicolas. Bienvenue à toutes et à tous pour cette séance de présentation du BARI. Vous l'avez compris, le GSI, le Global Studies Institute, c'est une fusée à 3 étages, bachelor, master et doctorat. Aujourd'hui, nous consacrons à ce premier étage important, puisque c'est 1300 étudiants, qui vise effectivement, et ça apparaît en titre, à vous amener à comprendre les enjeux stratégiques du monde des relations internationales et de la globalisation. Alors, posé comme cela, ça peut paraître effrayant, complexe, effectivement, et c'est la marque de fabrique de notre programme, à savoir vous amener à utiliser, à être familiarisé avec cette complexité qui touche autant à la politique étrangère des États, qui pousse autant à s'intéresser à des nouveaux acteurs sur la scène internationale, États bien sûr, mais surtout les acteurs non étatiques, et puis aussi, on l'a vu depuis une bonne décennie, les enjeux citoyens avec des mouvements qui sortent du cadre habituel que représentent les partis, par exemple, qui viennent aussi bouleverser cet ordre international. On a vu notamment le mouvement sur le climat qui a été jusqu'à bousculer l'agenda des États sur le plan international. Alors pour cela, un des éléments clés, c'est effectivement de vous amener à dialoguer avec différentes disciplines, le droit, l'histoire, la science politique, l'économie, géographie ou sociologie, mais aussi les études globales, car effectivement, pour aborder cette complexité, il est important d'avoir des outils provenant de l'ensemble de ces disciplines. Si je prends l'exemple du contexte sanitaire dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est la crise du Covid, il y a évidemment une problématique d'ordre médical, trouver un vaccin qui a amené aujourd'hui à ce que commencent les vaccinations dans le monde entier, mais il a posé, il continue de poser tout un ensemble de problématiques. En sciences politiques, par exemple, vous avez probablement noté, vous qui suivez l'actualité, j'en suis sûr, les tensions entre la Confédération et les cantons, mais aussi sur le plan international, entre les États et des organismes internationaux comme l'OMS, mais aussi des organismes d'intégration régionale comme l'Union européenne. Ces éléments-là redéfinissent la gouvernance en situation de crise, que ce soit dans la répartition des pouvoirs, mais aussi posent des enjeux en termes de droits, les libertés individuelles étant aujourd'hui recontextualisées par rapport à cette question sanitaire, soulèvent et amènent aussi à ce que des mouvements viennent bousculer ce cadre-là. Et puis enfin, et surtout sur le plan économique aussi, le coût de cette crise de santé publique et de santé mondiale amène les États à devoir revoir leur balance des paiements, leurs aides et intégrer une dimension sociale plus forte dans l'aide aux personnes ou entreprises, par exemple, qui y font face. Vous l'avez compris, il s'agit d'aborder la globalisation et les études globales dans une approche de dialogue entre disciplines, ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Et pour cela, je vous rassure, on ne va pas vous propulser ou vous confronter de façon abrupte avec celle-ci. Et c'est pour ça que dans l'organisation de ce bachelor, nous avons la possibilité de vous permettre de donner une coloration thématique à celui-ci. En effet, ce bachelor en relations internationales s'organise en 2 parties. La première, qui est composée de 60 crédits, vous permet d'acquérir un ensemble de compétences en matière méthodologique dans l'ensemble des disciplines de ce programme. Et puis, la deuxième partie, et c'est là où ça devient particulièrement intéressant pour vous, c'est de pouvoir faire un choix thématique et disciplinaire pour donner cette coloration, que ce soit en politique internationale, en économie internationale, en droit, en histoire internationale ou en études globales. Vous avez la possibilité de donner cette orientation disciplinaire qui vous intéresse plus particulièrement.
orientation d'ailleurs qui figure sur votre diplôme une fois le bachelor terminé. Donc, c'est au terme de 3 années que vous allez pouvoir acquérir effectivement ce bachelor. Et donc, cette capacité à faire dialoguer les disciplines est vraiment une marque de fabrique pour les étudiants et pour notre institution qui vous amène effectivement à travailler sur ce point. Parler des relations internationales et des études globales, c'est aussi vous donner la possibilité de pouvoir vous déplacer. Nous avons une offre en mobilité qui, dans le contexte aujourd'hui, malheureusement, est difficile, mais justement, le GSI a essayé d'innover, car même si les programmes de mobilité estudiantine ont été suspendus, nous avons, pour ce semestre-ci, par exemple, proposé un mode de mobilité dite alternative. Nos étudiants qui devaient partir sont restés ici, mais travaillent sur des projets avec des universités, avec des étudiants d'universités étrangères qui devaient venir à Genève. Et donc, on a créé des équipes qui les ont amenés à travailler sur des projets concrets. Vous le voyez par cette carte, les étudiants de l'Institut d'études globales et du bachelor en relations internationales voyagent beaucoup. Nous sommes le programme où les étudiants bougent le plus et nous offrons une carte et des possibilités, opportunités qui sont au fond, qui entrent en résonance avec notre propre programme, puisque nous avons des partenariats avec des universités américaines, canadiennes, brésilienne et d'autres pays d'Amérique latine, en Europe bien sûr, en Asie, en Afrique, mais aussi en Océanie. Et c'est particulièrement important pour nous de soutenir cela, d'autant plus que le choix a été fait de consacrer un semestre pour cela, ce qui se mobilise et qui s'illustre avec 24 crédits. Et donc, il y a un semestre qui est prévu dans votre parcours pour pouvoir faire, pour celles et ceux qui le souhaitent, bien sûr, qu'ils souhaitent faire cette mobilité. Et donc, c'est un élément important pour nous d'offrir aussi cet écho dans cette mobilité estudiantine. Enfin, dernier point, c'est évidemment la question des débouchés. Vous y réfléchissez pour chaque choix et chaque programme que vous voulez suivre à l'Université de Genève. Et en présentant un bachelor comme celui-ci, c'est aussi la capacité de vous permettre d'accéder à des débouchés professionnels relativement vastes, puisque vous avez cette capacité de connecter des problématiques entre elles et de ce fait, des débouchés dans les organisations internationales, ONG, diplomatie, mais aussi tout le secteur tertiaire, les administrations publiques, le journalisme, les médias et bien évidemment l'enseignement et la recherche sont autant de débouchés, comme vous voyez, très hétérogènes, mais qui au fond illustrent assez bien le programme que nous vous proposons et qui est, vous allez le dire, c'est facile de le dire, mais qui est de qualité. En tout cas, c'est les retours que nous avons de nos anciens étudiants et des employeurs qui, effectivement, évaluent très positivement la formation qu'ils vous ont donnée. Voilà en quelques mots le programme tel qu'il se présente. Et pour pouvoir vous donner une idée encore plus précise de ces choix disciplinaires auxquels je faisais allusion tout à l'heure, précisément, je vais donner désormais la parole à mes collègues qui vont vous présenter les 5 orientations du Barry. Alors, pour l'organisation de la deuxième partie de cette séance, nous allons fonctionner comme suit. Mes 5 collègues vont présenter ces orientations, après quoi ils vont répondre à vos questions. Je donnerai la priorité à mes collègues, Federica Bergami et Juan Flores Zendejas, pour répondre en priorité, car ils ont aussi d'autres séances en parallèle. C'est une journée dense pour nous aussi. Alors, nous allons commencer avec l'orientation Histoire internationale, et je donne tout de suite la parole à mon collègue, professeur Juan Flores Zendejas. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, je vais vous présenter l'orientation histoire. C'est une des 4 disciplines dans lesquelles vous pouvez vous spécialiser. Il y a en même temps 2 sous-orientations au sein même de l'histoire. D'une part, l'histoire générale, et puis d'autre part, l'histoire économique internationale. Et puis, la question qui se pose, c'est pourquoi l'histoire dans l'étude des relations internationales? On peut dire que c'est un point de départ.
un point de départ par rapport à d'autres orientations, par exemple avec les droits, qui analysent essentiellement les normes, ce qui doit être, par rapport aux Sciences Po, qui explique le rôle des pouvoirs dans les relations internationales, qui développe des modèles, des théorèmes. Mais on ne peut pas développer des modèles sur la prise des décisions politiques sans avoir étudié au préalable l'histoire. Alors, quel est l'objectif de l'histoire internationale? C'est de comprendre et d'expliquer l'action humaine, et notamment les décisions politiques ou économiques dans ce contexte historique concret, qui se compose des facteurs multiples, idéaux, matériels, culturels, institutionnels, qui pèsent sur les décideurs. En ce qui concerne la méthode, l'histoire ne se base ni sur ce qui doit être, ni sur des modèles explicatifs, mais sur l'analyse et l'interprétation des documents officiels, confidentiels, secrets, sur une question concrète. Par exemple, l'évolution de l'attitude suisse par rapport à la construction européenne, les dilemmes de l'action humanitaire dans un conflit armé concret, les résultats des différentes interventions de l'ONU et les leçons qu'on peut tirer de chacune d'entre elles pour le maintien de la paix, les raisons de la Grande Dépression dans les années 30, l'histoire du secret bancaire en Suisse ou même l'histoire des pandémies et des politiques publiques et sanitaires. L'histoire privilégie une perspective des moyennes ou des longues durées afin de cerner ce qui change au fil du temps. Par exemple, pour comprendre la fin de la guerre froide, l'historienne ou l'historien vise à saisir les facteurs pertinents qui ont contribué à ce tournant, comme les processus de détente, la dégradation de la situation économique et sociale dans les blocs soviétiques et les changements de perception de l'autre à l'Occident par les décideurs et les sociétés à l'Est. L'histoire mobilise donc typiquement des connaissances linguistiques, culturelles, pour comprendre et expliquer les comportements des nations et des acteurs dans les relations internationales. Enfin, l'histoire est une science d'orientation qui cherche à fournir des savoirs à la société, qui lui permettent d'expliquer d'où nous sommes venus et de comprendre les problèmes de nos jours. Alors, il y a aussi un projet de recherche, donc à la fin de cette orientation, et les thématiques par rapport à ces projets de recherche sont divers. J'ai quelques exemples pour illustrer le type de travail qui est donc établi par nos étudiantes et nos étudiants. Par exemple, la conférence d'Arusha et la protection de la flore et de la faune africaine après la décolonisation, l'histoire de la lutte pour les droits des femmes à l'ONU, maintenant qu'on est en mars, le gouvernement suisse, Nestlé et ses intérêts à Cuba, l'administration américaine face à la chute du Shah d'Iran, l'expérience espagnole dans l'Union européenne, l'entente franco-allemande et l'Europe entre les années 80 jusqu'à 1991, l'évolution de la notion de développement économique par l'étude des plans d'ajustement structurel à Madagascar entre les années 1980 jusqu'à 1994, et puis enfin, 2 pays, un modèle, une étude comparative des politiques macroéconomiques populistes du Chili et de l'Iran entre 1971 et 1989. Il y a plusieurs programmes universitaires, des masters à l'université après le Barry. Je vais citer les plus importantes. L'histoire économique internationale qui donne un accès, qui a un accès direct après le Barry. L'histoire transnationale qui a aussi un accès direct, ou bien l'histoire générale. Après, les carrières, les débouchés qui suivent à cette orientation, à ce programme, ça pourrait être le journalisme. Nous avons des anciens étudiants qui travaillent pour la presse, pour la radio, pour la télé, des think tanks, les conseils, l'administration publique, la culture, des musées, et enfin dans le secteur de l'enseignement et de la recherche. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Juan, pour cette présentation passionnante et très synthétique. Je passe tout de suite la parole à ma collègue Léa Moreau pour la présentation de l'orientation études globales. Bonjour à toutes et à tous. Donc, à présent, je vais vous parler de l'orientation en études globales du bachelor en relations internationales. Donc, l'orientation en études globales a été créée en 2017. Il s'agit donc d'une orientation récente et qui est un peu différente des autres orientations du fait qu'elle part finalement du constat que lorsqu'on réfléchit
aux défis auxquels le monde est confronté. Donc, que ce soit les problèmes environnementaux, les conflits ou les tensions régionales, mais aussi finalement dans d'autres domaines, les enjeux commerciaux entre les pays, voire évidemment les maladies émergentes comme la pandémie que nous vivons depuis plus d'une année maintenant, on se rend compte finalement qu'il est clair que la capacité de s'appuyer sur plusieurs disciplines est nécessaire pour appréhender la complexité de ces phénomènes et construire au final des sociétés résilientes. Donc, comme ce qui vient d'être présenté, le BARI, le Bachelor en Relations internationales, offre une formation pluridisciplinaire et interdisciplinaire aux étudiants et étudiantes avec des enseignements dans diverses disciplines, que ce soit le droit, l'économie, l'histoire ou encore la science politique. Et ce qui fait la spécificité finalement de l'orientation en études globales, c'est que le but n'est pas seulement de juxtaposer finalement les perspectives disciplinaires, mais vraiment d'apprendre à comment combiner finalement et intégrer les différentes sources de connaissances et les savoirs de différentes disciplines. Donc, l'idée de cette orientation, c'est de donner aux étudiants et aux étudiantes les clés d'analyse et de compréhension de phénomènes complexes, par exemple ceux que je viens de nommer, mais il y en a évidemment plein d'autres, et cela finalement en apprenant à mobiliser et intégrer le savoir de différentes disciplines. Donc, l'idée, et encore une fois la spécificité de cette orientation, c'est de former ce qu'on peut appeler des connecticiens, c'est-à-dire des spécialistes de l'intégration des savoirs. Ce qui signifie que l'objectif de cette orientation, c'est de former les étudiants non seulement à avoir un esprit critique et une capacité de synthétiser des connaissances, ce qui est le but des études universitaires, mais vraiment aussi de mettre en relation les contenus et les connaissances de différentes disciplines. Donc, c'est une compétence très importante aussi bien finalement dans le monde académique, que ce soit pour les études de bachelor, et puis peut-être si vous souhaitez continuer par rapport à des études de master plus tard, mais aussi dans la vie professionnelle, qui permet non seulement d'apprendre à faire des liens et à saisir la complexité des enjeux globaux, mais aussi à mobiliser des savoirs de différentes disciplines pour apporter des réponses. Donc, pour illustrer finalement de manière plus concrète ce que je viens de dire, si on prend par exemple un seul enjeu global, les migrations, typiquement, c'est un sujet qui est étudié aussi bien par la sociologie, qui va s'intéresser par exemple aux questions d'intégration, mais aussi au droit, qui va s'intéresser aux droits de séjour, par exemple, à la science politique avec les politiques migratoires nationales ou européennes, et évidemment par d'autres disciplines comme la géographie et la démographie. Donc, on voit vraiment que ce sont des enjeux globaux, complexes, et qu'une décision finalement politique ou sociale qui est prise dans ces domaines a un impact sur la vie concrète des individus et sur la société en général. Donc, mettre finalement en relation les disciplines, intégrer les savoirs de plusieurs disciplines, c'est vraiment ce qu'on apprend aux étudiants, ce qu'on enseigne aux étudiants et étudiantes de l'orientation globale, et ils le font notamment par le biais du projet de recherche à la fin du bachelor, où ils choisissent eux-mêmes une thématique qui est un enjeu global qui les intéresse, et adoptent une perspective interdisciplinaire pour connecter justement des savoirs de 2 ou 3 disciplines qu'ils auront jugées pertinentes pour répondre justement à leurs questions. Donc, concrètement, les étudiants et étudiantes choisissent des jeux eux-mêmes et ils produisent une analyse en connectant justement, en intégrant les savoirs de 2 ou 3 disciplines. Concrètement, chaque année, on a de nombreux sujets sélectionnés par les étudiants. Pour vous donner un peu une idée de la pluralité des sujets, je peux par exemple mentionner une étudiante qui avait étudié finalement l'influence de la croissance économique sur la pollution atmosphérique. La même année, d'ailleurs, un autre étudiant s'était intéressé à l'évolution des gangs au El Salvador et à l'impact que ceci avait sur la société salvadorienne, en mobilisant à la fois la sociologie, l'histoire et la science politique. Donc, rien qu'en une année, on voit la
multitude de sujets qui peuvent être traités. Une autre étudiante, par exemple, s'était aussi intéressée à la pollution marine, une autre à la question de la fertilité en Iran après la révolution islamique. Donc, on voit vraiment la diversité des intérêts de recherche et la pluralité finalement des enjeux étudiés par le biais d'une approche interdisciplinaire qui permet justement d'élargir le champ d'analyse et les thématiques étudiées. En conclusion, je peux mentionner aussi les débouchés finalement qu'offre cette orientation. Donc, l'orientation en études globales offre de nombreux débouchés du fait des compétences acquises par les étudiants et étudiantes qui ont la possibilité de suivre des cours dans plusieurs disciplines. Et ça se traduit au niveau académique par plusieurs options possibles, aussi bien à l'Université de Genève qu'à l'étranger dans d'autres universités. Donc, on a des étudiants qui sont maintenant à l'IHEID, qui font un master en affaires internationales. Une étudiante est aussi partie concrètement à Londres faire un master en droit humanitaire. Une autre est partie en Égypte à l'Université américaine du Caire pour faire un master en études migratoires. Donc, on voit là aussi la possibilité des débouchés. Certains étudiants et étudiantes vont aussi préférer faire un stage après leur bachelor et cela s'est traduit par des stages dans des ambassades suisses ou à l'ONU, comme par exemple au Haut Commissariat pour les réfugiés. Une autre étudiante va bientôt d'ailleurs débuter un stage à l'Organisation des États américains. Donc, ces quelques exemples finalement montrent la pluralité des sujets abordés et la diversité des débouchés qu'offre le bachelor en relations internationales et notamment l'orientation en études globales. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Léa, pour cette présentation très complète. Je voulais ici juste vous informer que plusieurs questions sont postées sur le chat et je remercie ma collègue Monica Gonzalez, conseillère aux études au EGSI, qui est en train de vous répondre. Je vous informe aussi qu'on ne va pas répondre non plus à toutes les questions, notamment sur le niveau salarial qu'on peut obtenir après le bachelor ou le master. Vous comprenez très aisément qu'on n'a pas une statistique. Je vous invite à vous référer à la branche qui vous intéresse, car c'est un élément sur lequel on peut bien évidemment pas répondre. Voilà, et la transition est trouvée pour parler de l'orientation économie internationale. Peut-être que Federica Sbergani l'évoquera dans sa présentation. En tout cas, Federica, c'est à toi. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, oui, justement, ça m'a un peu surprise de voir cette question sur les salaires moyens, etc. Bon. Alors, quelques mots sur l'orientation, la mention en économie internationale. Donc, dans les cadres de la mention en économie internationale, vous aurez la possibilité d'analyser les interactions entre les pays, évidemment sous l'angle de l'économie. La formation en économie est en particulier axée sur 3 domaines principaux, si on arrive à les distinguer, disons, c'est les commerces internationaux, la macroéconomie ouverte et puis l'économie du développement. L'objectif principal de cette formation est de vous donner les outils pour comprendre comment les mécanismes économiques fonctionnent et puis quels sont les impacts économiques des décisions politiques, surtout afin de vous permettre de développer votre propre sens critique dans l'analyse des phénomènes économiques. Juste pour vous donner quelques exemples, vous aurez notamment l'occasion, par exemple, d'étudier les questions de l'impact des mesures protectionnistes qui sont souvent adoptées et introduites par plusieurs pays aujourd'hui, encore aujourd'hui. Vous aurez l'occasion d'étudier la détermination et le rôle qui est joué par exemple, les taux d'échange dans les échanges internationaux, l'efficacité des politiques économiques dans un contexte d'économie ouverte, ou alors, par exemple, vous pourrez aborder les questions environnementales du développement durable ou les effets des flux migratoires, par exemple, sur les marchés du travail, et ainsi de suite. Donc, plein de thèmes et des questions qui sont vraiment d'actualité, liées vraiment à l'actualité de nos jours. Et ceci sera possible, en fait, déjà dès la première année, en fait, du premier semestre, je dirais, avec un cours d'introduction au grand thème de l'économie internationale qui est censé un peu vous donner un aperçu
des principales questions qui seront ensuite approfondies lors du reste du programme et donc vous permettre aussi de choisir, de faire votre choix assez rapidement sur les types de spécialisation que vous voudrez envisager dans les cadres donc, de ce programme de bachelor en relations internationales. Pour vous mener, pour vous permettre en fait de mener ce type d'analyse et surtout pour vous permettre d'être rigoureux dans votre approche, il vous faudra bien évidemment acquérir des instruments techniques. En fait, l'économie est une science sociale, ça reste une science sociale, mais est une science qui a une très forte composante quantitative et technique. L'approche scientifique de l'économie consiste à formuler des modèles théoriques et puis à vérifier ensuite la pertinence empirique de ces modèles avec le monde réel. Donc, pour vous préparer à cela, il faudra accompagner les cours qui ont un contenu plus typiquement d'économie internationale avec des cours de microéconomie et de macroéconomie de base, et puis des cours de mathématiques, statistiques, probabilité et économétrie. Donc, un très fort, disons que le parcours est axé sur un contenu quantitatif assez important, assez conséquent, disons. Il ne faut pas, comment dire, cela ne doit pas vous effrayer, car vous serez évidemment accompagné dans tous ces parcours. Mais il faut quand même être conscient du fait justement que les contenus quantitatifs de cette spécialisation est assez conséquent et assez poussé. J'attire également votre attention sur le fait qu'une grande partie des cours de la mention en économie internationale sont donnés en anglais. J'ai vu plusieurs questions en fait passer sur le chat à cet égard. Je dirais qu'environ 2/3 des cours d'économie sont en anglais, sont donnés en anglais, et puis un tiers en français. Donc effectivement, il faut maîtriser aussi l'aspect linguistique, disons, et puis être à l'aise aussi avec l'anglais. Sachant que quand même, je pense, ceci donne quand même une plus-value, si vous voulez, au diplôme de cette mention. Avec les bagages techniques que vous aurez acquis durant votre bachelor en relations internationales, mention économie internationale, énormément de perspectives professionnelles s'offrent à vous. Tout d'abord, évidemment, les débouchés académiques, avec une admission consécutive au master en sciences économiques et une admission directe au master en socio-économie de l'Université de Genève, ou bien évidemment avec la poursuite de vos études avec des programmes de master auprès d'autres universités, pas forcément donc sur Genève, mais aussi à l'étranger éventuellement. Dans ces cas, évidemment, l'admission ne sera pas consécutive, mais sera sur dossier, j'imagine. Et puis, les autres débouchés professionnels, autres donc que la débouchée académique avec un master et puis éventuellement un programme de doctorat après donc l'obtention du master. Enfin, les autres débouchés professionnels, je disais, à la fin de ce programme, avec la spécialisation en économie, sont vraiment multiples et très variés. À l'issue de la formation, les diplômés en relations internationales avec la spécialisation en économie s'orientent vraiment sur plusieurs secteurs professionnels en Suisse et aussi à l'étranger, que ce soit auprès, par exemple, des organisations internationales, de cabinets de conseil, la presse aussi, les ONG, les organisations non gouvernementales, les banques centrales, les services publics, l'administration publique, l'enseignement aussi, qui était aussi évoqué au début de cette rencontre. Et donc, vraiment une panoplie de débouchés, des professions possibles. Après, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire justement au niveau salarial ce que ça donne, mais effectivement, ça dépend évidemment de la carrière que vous allez faire ensuite. Donc, c'est pas tellement... on ne peut pas trop peut-être identifier et définir un salaire moyen, mais disons, ça dépend effectivement de la carrière que vous allez faire ensuite. Et puis, si je peux me permettre, je pense que pour choisir, disons, l'orientation, ce que vous voulez faire, donc comme études à l'université, etc., vous devriez
plutôt suivre votre passion, votre instinct, et puis peut-être vous diriger vers des secteurs que vous pensez pourront vous intéresser plutôt que d'être guidé dans ces choix par l'aspect économique et financier, disons. Voilà, je pense avoir tout dit à propos donc, de cette spécialisation. Après, je reste à disposition pour répondre à vos questions à la fin de cette rencontre, s'il reste du temps. Donc, merci et puis bonne continuation. Les micros, Frédéric. Pardon. Merci beaucoup, Federica, pour ton intervention. Je vais profiter que tu étais en ligne et comme je sais que tu as un timing aussi serré, peut-être t'adresser une série de questions qui vont dans le même sens. La première, c'est quel est le niveau de mathématiques requis pour l'orientation économie internationale, sachant que je rappelle aux étudiants que du moment qu'ils sont admis au Barry, ça signifie que leur matu fédéral, leur bac ou autre, correspond effectivement aux attentes. Néanmoins, peut-être que tu peux donner quelques éléments complémentaires. Oui, alors je m'attendais à cette question, effectivement. Alors, niveau d'entrée, c'est les niveaux collège. Donc, on ne demande pas plus que ça. Donc, si vous, effectivement, vous respectez, disons, les conditions d'admission à l'Université de Genève, c'est des conditions générales. Donc, ce n'est pas seulement pour le GSI, les Barry ou les autres facultés, disons, plus techniques, mais ça, c'est assez général. Donc, si vous avez ces compétences-là, niveau donc, maturité collégiale, ça suffit largement pour après entamer les études en économie. Après, ce que je voulais souligner, c'est surtout que ça, c'est les niveaux d'entrée. Déjà, dès la première année, vous aurez des cours en mathématiques donc, qui vont renforcer ces connaissances techniques-là, des cours de probabilité, des cours de statistiques, donc toute une série d'instruments et d'outils techniques qui vont être développés au rang du programme. Donc, en ce qui concerne les niveaux d'entrée, si vous avez obtenu un diplôme au collège en Suisse, ça suffira. Et si vous respectez de nouveau les conditions d'admission, c'est largement suffisant. Après, il faut être juste conscient que l'aspect technique, l'aspect mathématique est quand même très poussé dans cette formation. Alors justement, est-ce que ça peut être un critère pour différencier le Barry et son orientation économique internationale avec un bachelor à la JSEM? Alors, ça dépend. Donc, pour nous, donc moi, je donne aussi des cours à la JSEM, je suis aussi à la JSEM. Les étudiants qui suivent la formation, donc la spécialisation et la mention en économie internationale au Barry, et ceux qui ont suivi la spécialisation, l'orientation en économie du bachelor à la JSEM, en économie et management, pour nous, sont pareils. C'est les mêmes types de formations. La formation donc, de base, disons les contenus techniques de ces deux formations est absolument équivalent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cours qui sont en commun. Donc, les niveaux techniques et les connaissances en économie sont très, très similaires. Et d'ailleurs, justement, les étudiants du Barry qui ont fait la spécialisation en économie ont l'admission directe dans les cadres du master en économie. Donc, ça prouve que pour nous, les niveaux est absolument comparable. Après, la différence se fait plutôt sur, disons, la formation complémentaire. Donc, pour les étudiants en économie et management, ça sera plutôt une formation en management, justement, tandis que pour les étudiants au Barry, ça sera plutôt une formation dans les autres disciplines qui sont proposées dans les cadres de cette formation. Merci beaucoup, Federica. Je vois qu'il y a des questions aussi qui portent sur le droit. Un peu de patience, vous aurez une présentation de cette orientation tout à l'heure, mais je donne tout de suite la parole à Simon Hugues pour vous présenter l'orientation politique internationale. Simon, c'est à toi. Merci, bonjour et bienvenue aussi à cette séance de ma part. Comme membre du département de sciences politiques et relations internationales, j'ai le plaisir de vous présenter
l'orientation politique internationale. Dans cette orientation, vous allez suivre toute une série de cours que la science politique peut offrir pour comprendre des phénomènes stratégiques, comme c'était mentionné par Federico Esposito tout au début. Et j'aimerais bien illustrer un petit peu les différents cours en prenant un exemple d'un événement qui est passé récemment. Plus particulièrement, comme vous le savez, vous suivez la politique, il y a un nouveau président américain qui est entré en fonction et beaucoup d'observateurs s'attendent par ce changement de président à des changements relativement importants au niveau international. Vous vous rappelez que le président précédent s'est démarqué par un certain désengagement de la scène internationale. Je crois qu'il y a déjà l'OMS qui a été mentionné, donc il a coupé les contributions à l'OMS. Il s'est retiré, ou plutôt retiré les États-Unis du Conseil des droits de l'homme, des accords de Paris pour la protection du climat, a aussi adopté des politiques beaucoup plus musclées avec certains partenaires commerciaux comme la Chine, l'Union européenne, mais aussi la Suisse. Et donc, pour toutes ces questions, en fait, qu'est-ce qui va changer avec ce nouveau président? Il y a des cours qui figurent dans la mention politique internationale qui vous aideront à comprendre et à analyser ces changements au niveau international. Alors, il y a Juan Flores qui avait déjà mentionné qu'évidemment, en sciences politiques, la notion de pouvoir est très, très centrale. Et dans un cours comme un cours qui porte sur les relations internationales au sens large du terme, il y a effectivement des idées qui portent sur le rôle du pouvoir dans les interactions internationales qui sont adressées. Est-ce que des interactions sont plutôt pacifiques ou violentes, comme par exemple ce que le président actuel a fait il y a quelques jours en arrière en Syrie en lançant une attaque. Donc, dans un cours de ce type, vous allez comprendre mieux comment des acteurs, et puis là je rejoins quelque chose que Frédéric Esposito avait aussi dit, il y a une multiplication d'acteurs qui sont pertinents sur la scène internationale, pas seulement les États, mais des organisations internationales, gouvernementales, non gouvernementales, des mouvements sociaux, et ainsi de suite. Évidemment, c'est-à-dire, j'avais mentionné l'exemple de l'Organisation mondiale de la santé, de laquelle le président précédent voulait se retirer. C'est une organisation qui essaye d'instaurer la coopération internationale entre surtout des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs non étatiques qui interviennent dans ce contexte-là. Et dans un cours qui porte justement ce titre de coopération internationale, on s'intéresse à la question sous quelles conditions cette coopération a du succès. Vous savez que l'OMS était aussi critiquée très très fortement dans le contexte de cette pandémie. Et dans ce cours-là, on discute et on essaie de comprendre sous quelles conditions cette coopération internationale peut fonctionner et sous quelles conditions elle pose plutôt problème. Évidemment, cette coopération internationale est très très forte dans une institution comme l'Union européenne, où il y a une très forte coopération entre les membres de l'Union européenne. Et puisque c'est un acteur très important aussi au niveau international, vous allez suivre des cours qui portent justement sur des institutions européennes, comment elles fonctionnent, comment l'Union européenne aussi, dans le domaine international, essaye d'influencer les politiques. Alors, j'avais mentionné les relations commerciales qui certains autres acteurs essayent ou espèrent vont changer avec le nouveau président. Ces questions, si c'est effectivement le cas, vont aussi traiter dans un cours qui s'appelle Politique économique internationale, qui essaye de comprendre ces relations commerciales, comment elles changent en fonction de ce qui se passe au niveau domestique, par exemple aux États-Unis, et de comprendre, par exemple, pourquoi certains tarifs ont été adoptés pour protéger certains secteurs aux États-Unis contre la Chine, et ainsi de suite. Alors,
Avec ces quelques exemples, je voulais aussi vous montrer que souvent c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau international en tenant compte uniquement de ces interactions au niveau international, mais que c'est aussi important de comprendre pourquoi, par exemple, il y a un nouveau président qui a été élu. Parce que c'est les systèmes politiques au niveau domestique qui font qu'il y a des changements dans la présidence aux États-Unis. Et pour ceci, des connaissances de la politique comparée, on étudie différents systèmes politiques, sont très, très importantes. Et donc, il y a aussi des cours de ce type-là que vous allez apprendre. Alors, mes collègues ont déjà mentionné plusieurs projets de recherche qui ont été rédigés dans leur mention. Moi, j'aimerais bien faire la même chose. Je vais vite vous citer 2 ou 3 titres de projets de recherche qui ont été rédigés récemment. Un premier porte le titre « Le lien entre les opérations de maintien de la paix et la démocratie ». Un autre projet de recherche portait sur la question dans quelle mesure le fait de vivre loin des immigrés augmente la probabilité de voter pour des partis d'extrême droite. Et finalement, un dernier projet de recherche, comme j'aimerais bien vite mentionner, les villes internationales, des lieux d'opportunité, de diversification et ressources pour les ONG. En ce qui concerne les débouchés, je vais m'arrêter après, c'est évidemment le secteur public, l'administration à différents niveaux qui est débouché très, très importante, les organisations internationales, le journalisme, la diplomatie, la recherche, les organisations non gouvernementaux. Par exemple, il y a plusieurs anciens étudiants qui ont fait le parcours de délégués au CICR et ainsi de suite. Donc, j'espère avec ces quelques mots, je vous ai donné quelques idées un peu sur quoi porte cette orientation politique internationale. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée encore. Merci beaucoup, Simon. Je voulais profiter, tout comme Frédéric, que tu sois en ligne, et je vois que la question se pose au fond à chacun de vous. En effet, pourrais-tu dire quelques mots sur la distinction entre l'orientation politique internationale au sein du Barry par rapport au bachelor en sciences politiques? Alors, je vais être un petit peu rapide, c'est-à-dire j'avais cité un certain nombre de cours qui sont offerts par le département de sciences politiques et relations internationales, mais c'est uniquement une sélection des cours. Par exemple, une composante importante du bachelor en sciences politiques porte aussi, par exemple, sur le comportement de vote, le comportement politique plus général, à la fois, par exemple, de citoyens ou bien de politiciens, aussi des questions de l'administration publique. Et ce type d'enseignement, en fait, ne fait pas partie du module obligatoire de politique internationale. Donc, en sciences politiques, vous avez une panoplie plus large de cours en sciences politiques, mais évidemment pas les autres disciplines qui forment le Barry, c'est-à-dire dans une moindre mesure. Merci beaucoup, Simon. Je vais donc passer la parole à notre dernier intervenant, qui fut le premier, à savoir Nicolas Lebras, pour la présentation de l'orientation droit. Merci beaucoup, Frédéric. Effectivement, le droit et les juristes arrivent en dernier. Ceux qui ont un peu de culture classique, vous savez peut-être que différentes disciplines sont associées à différents animaux et que le symbole de la justice et des juristes, c'est la tortue. Donc, cela ne vous étonnera pas que nous arrivions en dernier. Alors, qu'est-ce qu'on fait en droit international? On essaye de comprendre les paramètres juridiques qui déterminent les comportements des acteurs dans les relations internationales. Par exemple, pourquoi est-ce que la Palestine est membre de l'UNESCO et pas membre des Nations Unies? Sur le même genre de questions, comment se fait-il que la Chine et Hong Kong, qui ne sont pas particulièrement amis dans les relations internationales, soient tous les deux membres de l'OMC? Et si on parle de l'OMC, comment se fait-il et pourquoi et comment l'administration Trump a réussi à bloquer le fonctionnement de l'OMC, notamment de son mécanisme de règlement des différends? Et dans ce domaine-là, quelles sont les règles du commerce international? Qu'est-ce qui est permis, pas permis? Est-ce qu'on peut prendre des contre-mesures, des sanctions?
qui a le droit de prendre ce type de décision. Ou encore, pourquoi est-ce que l'accord post-Brexit, le traité de commerce et de coopération, comme il s'appelle maintenant, a été si difficile à négocier? Et qu'est-ce qu'il contient effectivement? Ou alors, comment et dans quelles limites peut s'effectuer la protection des droits fondamentaux, des droits humains, en droit international public? Dans quel cadre? Quels sont les droits qui sont garantis? Quels sont les mécanismes à disposition des ONG, des individus sur la scène internationale? On s'intéresse aussi au droit européen, qui est une branche du droit international qui a évolué vers quelque chose de différent. Donc, le droit international public, on peut faire du droit international privé, c'est-à-dire les relations internationales ou transnationales entre acteurs privés, mais la plupart de nos enseignements s'intéressent au droit international public, donc au comportement des acteurs publics, les États essentiellement, les organisations internationales, et puis quelques acteurs un peu plus marginaux, comme par exemple les ONG, comme par exemple les entreprises multinationales. Et contrairement aux économistes ou aux politologues qui essaient de trouver des raisons économiques ou politiques pour justifier ces comportements, le droit international public s'intéresse aux règles, comment est-ce qu'elles sont fabriquées et surtout quels effets elles ont sur les comportements des acteurs. Alors, j'ai vu dans le chat qu'on demandait si on veut faire du droit international public, est-ce qu'il vaut mieux faire le droit en faculté de droit ou le BARI avec l'orientation droit international? Je dirais que pour ce qui concerne stricto sensu la composante droit international, elle est potentiellement la même des deux côtés. Par contre, si vous faites du droit international en faculté de droit, c'est une partie marginale de votre formation parce que l'essentiel du droit qui était enseigné à l'Université de Genève, c'est du droit suisse. Et effectivement, les débouchés naturels de la faculté de droit sont plutôt en Suisse, puisque, contrairement aux autres disciplines qui peuvent appliquer leur modèle un peu partout, le droit reste très largement national. Donc, effectivement, le droit international, tel qu'il est enseigné au BARI, c'est le même qu'en faculté, mais par contre, la perspective est différente. Vous aurez moins de culture juridique nationale, de droit suisse, et par contre, vous aurez la capacité quand même, puisque c'est une formation interdisciplinaire, de comprendre les enjeux politiques dont vient de parler Simon Hugues, économiques dont a parlé Federica, et vous aurez aussi cette connaissance historique des relations internationales qui est importante. Alors, je vois que vient d'apparaître la question de l'ECAV. Effectivement, le titre de master en droit tel que délivré par la faculté de droit donne accès à non seulement l'ECAV, mais à la profession d'avocat. Et donc, pour cette raison, les masters en droit offerts par la faculté de droit ne sont pas directement consécutifs au BARI orientation droit. Il y a ce qu'on appelle une passerelle. Donc, vous devez faire un certain nombre de cours de droit suisse que vous n'aurez pas fait dans le BARI si vous voulez rejoindre un master donné par la faculté de droit. En contrepartie, vous aurez accès à la profession d'avocat en Suisse, ce qui n'est pas le cas si vous n'avez pas un master de droit suisse. Quelques exceptions pour les Européens, il y a évidemment des règles d'équivalence dans notre accord sur la libre circulation des personnes, mais je ne rentre pas dans les détails. Donc, le droit en faculté de droit s'est orienté sur la structure du droit suisse, qui est différente de la structure du droit international public. Dans le cadre du BARI, on inscrit cette perspective juridique dans une approche interdisciplinaire. Et c'est ça, je pense, qui fait l'intérêt de l'orientation droit du BARI. Donc, si on veut faire un bachelor en droit après ou parallèlement au BARI, on peut aussi, c'est une option qui est privilégiée maintenant par la faculté de droit, et on peut faire en 2 ans le bachelor en droit. Il y a des équivalences suffisantes. Donc, en fait, on arrive, et si on a beaucoup de force de travail, on arrive à 4 ans, en 4 ans, à avoir 2 bachelors. Sinon, en 5 ans, ce qui fait peut-être un peu long. Alors, ensuite, on peut rejoindre des masters en droit
international, en droit européen, un peu partout dans le monde, et notamment en Europe, mais là, je vois une question en France. Par contre, encore une fois, si vous voulez faire du droit national, eh bien, il faut faire du droit national depuis le début. Mais quelqu'un qui a un bachelor en droit de la faculté de droit de Genève ne peut pas aller faire un master en droit français en France. Il doit reprendre les bases du droit français parce qu'il est différent du droit suisse. Donc, contrairement aux autres disciplines, hein, le droit, à part le droit international, a une véritable essence nationale. Par contre, le droit international est beaucoup plus général. Donc, en clair, vous avez… Alors, le BARI est reconnu comme une bonne formation et nos étudiants ont généralement assez facilement accès à des masters en droit international un peu partout dans le monde. Par contre, oui, si vous voulez faire du droit national, notamment du droit suisse, alors il vaut mieux faire un bachelor en droit, quitte à après faire un master qui vous ouvre sur des perspectives plus larges. Si par contre, votre intérêt n'est pas de devenir avocat en Suisse, mais de travailler à l'international, alors le bachelor en relations internationales, orientation droit international est une bonne option. Alors, je vous ai donné suffisamment de questions auxquelles le droit international répond pour ne pas avoir à vous donner des sujets de de PDR, pardon. Typiquement, ces questions, j'ai régulièrement des PDR sur la question de la Palestine, du statut de la Palestine, des relations Israël-Palestine, sous l'angle du droit, évidemment. Et il y a beaucoup de cadres juridiques qui s'appliquent dans ces questions sur le fonctionnement des organisations internationales, etc., etc. Alors, pour ce qui est de travailler dans l'humanitaire, non. Enfin, bien sûr, le droit peut servir, et notamment au sein du CICR, au sein d'un certain nombre d'organisations internationales, il y a des spécialistes qui font du droit humanitaire. On a ici une très bonne formation aussi à l'Académie de droit humain, hein, auquel vous avez accès avec le bachelor en relations internationales. Mais par contre, non, les métiers de l'humanitaire ne sont pas du tout limités à des questions juridiques, et des formations même assez éloignées de celles qu'on donne au BARI donnent aussi accès à l'humanitaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des maths en orientation droit? Alors, encore une fois, dans le BARI, vous faites de l'interdisciplinarité. Donc, en première année, vous avez de la méthodologie qui relève des sciences sociales où il y a un petit peu de mathématiques. Vous avez des cours de base en économie internationale où il y a un petit peu de mathématiques. Il y a moins de mathématiques en faculté de droit que dans le BARI. Par contre, dans l'orientation droit international, non, il n'y a pas de mathématiques. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous propose de reprendre le fil des questions pour chacun de nos intervenants. Je regardais un tout petit peu, effectivement, la liste des questions. Une partie est répondue par ma collègue Monica Gonzalez. Je ne voyais pas de questions spécifiques concernant l'orientation histoire internationale. Néanmoins, je me permets de poser cette question à toi, Juan. Connaissant, parce qu'on voit une inquiétude, elle est normale en termes d'accès au marché, et à savoir est-ce qu'il y a une orientation qui est meilleure que l'autre. J'ai envie de dire, le BARI offre, et Nicolas Levrat l'a rappelé, un très bon accès au marché. Ce programme est très bien évalué par notamment la branche internationale de Genève. Néanmoins, est-ce que tu souhaites y apporter un complément par rapport, et notamment la question des débouchés? Alors, je crois que mon collègue, je sais qu'il avait quelques impératifs. Son impératif, il s'est peut-être appliqué. Alors, je reviens peut-être sur les questions, notamment par rapport à la question des langues. Je m'adresse à Federica pour l'orientation économie internationale. Cette orientation a effectivement la particularité d'avoir des cours en anglais, mais aussi en français, qui sont dédoublés. Est-ce que tu peux dire quelques mots à ce sujet? Oui, alors j'ai vu des questions dans les chats. On demandait si, par exemple, les niveaux d'entrée, quel est le niveau d'entrée, si un B2 en anglais suffit. Oui, comme niveau d'entrée, ça suffit. Après, alors, effectivement, je répète, il y a vraiment plusieurs cours d'économie et de statistiques, oui, statistiques et économie essentiellement, qui sont effectivement donnés en anglais.
On peut avoir, disons, une connaissance passive de ces langues, de cette langue, je veux dire, de l'anglais, pour suivre ces cours-là, sachant qu'en général, aux examens, on peut répondre soit en français, soit en anglais. Donc, même si la connaissance active de l'anglais n'est pas très élevée, on peut quand même suivre ces cours avec un niveau B2 et puis répondre aux examens en anglais. Les examens qui sont après en anglais, les questions seront en anglais. Donc, on peut peut-être profiter de la première année où on a la possibilité de choisir la langue. Je crois que c'est la totalité des cours de la première année sont en français. On peut peut-être profiter de cette année-là, si après on veut s'orienter vers les études en économie, on peut en profiter pour renforcer un peu les connaissances en anglais. Mais en tout cas, niveau B2, pour entrer, pour suivre ce cours, ça suffit. Ouais. Merci beaucoup, Federica. On arrive au terme de cette séance. J'aimerais rappeler, comme certains de mes collègues dans les autres facultés, que vous avez les stands virtuels qui vous permettent de répondre à toute une série, effectivement, de problématiques. Peut-être je me permettrai peut-être de répondre à deux questions sur la question des débouchés. Je sais que, et c'est normal qu'elles vous interpellent. La première, elle était liée effectivement au positionnement de ce programme par rapport je redirais, au tissu économique suisse romand. Il faut le rappeler, Genève, c'est 24 organisations internationales, plus de 600 ONG, d'entreprises internationales et un certain nombre aussi d'administrations publiques qui sont ici. Et donc, c'est un marché intéressant, mais aussi une formidable opportunité pour vous, des stages pour vous former et face à certains d'entre vous qui se demandaient quelle est la meilleure orientation pour accéder à un accès à la formation diplomatique, par exemple. Au final, mais ce que je vous dis n'est pas nouveau, ce qui fera la différence, c'est vous-même. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites un PDR sur une problématique en lien avec une ONG ou avec un aspect qui intéresse une entreprise tout particulier, peut-être que ça vous donnera là un avantage. Mais donc, je ne veux pas donner de généralité par rapport à cela. Et enfin, dernier point, une demande a été faite par rapport au programme et notamment le bachelor en relations internationales de Saint-Gall. Celui-ci est orienté beaucoup plus sur les questions économiques que nous le sommes, même si nous avons une très forte orientation économie internationale au sein de ce BARI. Il est moins interdisciplinaire. Et j'ai envie de dire, et ce n'est pas du tout négatif par rapport à mes collègues saint-gallois, c'est qu'il est un Saint-Gall. En d'autres termes, Genève est aussi une plateforme pour des conférences, pour des contacts et surtout pour des experts de cette Genève internationale d'intervenir dans les enseignements, une plus-value qui distingue ce programme de bachelor en relations internationales de tous les autres programmes sur le plan européen. Voilà, je vais donc m'arrêter ici. Vous avez toute une série de contacts, de liens qui vous ont été fournis. Nous avons aussi un question-réponse sur le site du GSI. N'hésitez pas à le consulter et aussi à nous solliciter au-delà de cette séance si vous avez des questions complémentaires à nous adresser. En tout cas, je remercie mes collègues et ma collègue Monica Gonzalez qui est en ligne avec moi et je vous souhaite surtout de pouvoir faire vos choix pour cette journée qui est importante. Et pour cela, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Merci beaucoup.